Hello YouTube, bienvenue, on est sur l'actu droit du travail. On va parler d'actualité de droit du travail. On commence aujourd'hui avec une question. Le règlement intérieur en entreprise, est-ce qu'il peut être modifié suite à une injonction de l'inspecteur du travail ? Hop, qu'est-ce qu'on nous dit ? N'hésitez pas à me dire si vous voyez pas bien, si vous m'entendez pas bien ou quoi. Alors, on nous dit, une fois la rédaction de votre règlement intérieur finalisée, vous devez soumettre l'avis au comité social et économique, au CSE. Le CSE qui remplace donc le comité d'entreprise, le CE. Il remplace aussi les délégués du personnel, les DP, et aussi le CHSCT. Donc le CHSCT, c'est le comité d'hygiène et de sécurité. Cette règle s'applique également en cas de modification, sauf si elle est effectuée suite à une injonction de l'inspecteur du travail. J'ai une pastille pour la gorge, il faut que je la finisse. Alors, la mise en place d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, les entreprises qui ont un CSE. Si elles n'ont pas de CSE, elles n'ont pas l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. Cette obligation s'applique au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date de laquelle ce seuil a été atteint. Donc, une fois que l'entreprise a atteint 50 salariés et plus, elle a 12 mois pour mettre en place un règlement intérieur. Dans des entreprises de moins de 50 salariés, des notes de service peuvent répondre aux mêmes finalités que le règlement intérieur. Ok. Le contenu du règlement intérieur est strictement limité par la loi. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans le règlement intérieur. Vous n'êtes pas libre d'inscrire d'autres dispositions que celles relatives à l'hygiène et à la sécurité en entreprise, à la discipline. Il fixe les différentes sanctions que vous pouvez prendre selon la gravité de la faute commise par le salarié, blâme, avertissement, mise à pied disciplinaire, licenciement disciplinaire. On rappelle que dans le droit du travail, que les sanctions qui sont fixées par l'entreprise, c'est comme dans le droit classique. On ne peut pas punir deux fois pour la même faute. Par exemple, si vous arrivez régulièrement en retard au travail, qu'un jour on vous convoque en vous disant bah voilà, on a constaté des retards tel jour, on n'a pas le droit de vous dire on a le droit de vous punir là du coup pour ces retards constatés. Et si vous êtes de nouveau en retard, on n'a pas le droit de vous punir pour ce nouveau retard et les autres retards constatés. C'est interdit, puisque vous avez été déjà puni pour les autres retards constatés. Par exemple, si vous avez j'en sais rien moi, une mise à pied de 2 jours non rémunérée parce qu'on estime que vous êtes tout le temps en retard et que du coup c'est la punition qu'on a choisie pour vous. Si vous êtes de nouveau en retard dans les semaines qui suivent, on n'a pas le droit de vous licencier au motif que vous êtes en retard dans les semaines qui suivent, plus vos précédents retards. Puisque vos précédents retards, ils ont déjà fait l'objet d'une sanction. Au droit de la défense des salariés, au harcèlement sexuel et harcèlement moral et aux agissements sexistes. Notez-le, si vous avez un doute sur certaines dispositions de votre règlement intérieur, vous pouvez interroger l'inspection du travail sur leur conformité dans le cadre d'une procédure de rescrit social. Tiens, je ne connaissais pas. Une fois votre règlement intérieur rédigé, vous devez le soumettre à la consultation du comité social économique. Cette consultation est obligatoire. Sans cette formalité, le règlement intérieur est nul et ne pourra pas s'appliquer et être opposable aux salariés. Par exemple, si vous envisagez une sanction disciplinaire autre que le licenciement en application de votre règlement intérieur, elle pourra être annulée par le Conseil des prud'hommes. Il faut que les salariés y soient au courant des sanctions qu'ils encourent quand ils commettent une faute au travail. Il faut qu'ils puissent savoir quelles sanctions ils encourent. Et puis les salariés sont censés avoir pris connaissance du règlement intérieur. On est censé leur fournir, l'entreprise est censée leur fournir. Si elle ne leur fournit pas, ça pose aussi un problème puisqu'ils peuvent pas savoir. Après, il faut pouvoir apporter la preuve que l'entreprise n'a pas fourni le règlement intérieur. Suite à cette consultation, vous communiquez le règlement intérieur accompagné de l'avis du CSE à l'inspection du travail. Le règlement intérieur est également déposé au greffe du Conseil des prud'hommes. Et oui, c'est un document officiel, on ne fait pas n'importe quoi. Pour rappel, le règlement intérieur est également porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès au lieu de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Donc salariés, mais pas que.
On a tous les salariés, on a tous les prestataires qui ne sont pas salariés de l'entreprise mais qui interviennent dans l'entreprise, les intérimaires, et également les personnes qui viennent et qui viennent même pas travailler pour l'entreprise mais qui viennent par exemple, je sais pas, faire de la maintenance. S'ils le demandent, ils peuvent avoir accès au règlement intérieur. Règlement intérieur, pas de consultation des représentants du personnel en cas de modification demandée par l'inspection du travail, mais uniquement si elle est demandée par l'inspection du travail. L'inspection du travail peut vous demander de modifier ou de supprimer certains éléments de votre règlement intérieur. Vous n'avez pas d'autre choix que de suivre les injonctions de l'administration et donc de modifier votre règlement intérieur. Dans de telles circonstances, vous n'avez pas besoin de consulter une nouvelle fois le CSE comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier, donc 19 janvier 2022. Dans cette affaire, des salariés demandaient l'annulation de sanctions disciplinaires. Dans leur entreprise, un règlement intérieur avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, IRP, en 1983. C'est plus vieux que moi. Mais des modifications ont été apportées suite à des injonctions de l'inspection du travail, modifications qui n'ont pas été soumises à la consultation des IRP. Les salariés invoquent cette absence de consultation pour demander l'annulation de sanctions disciplinaires. Bah oui, mais non. Ils sont déboutés de leur demande, l'employeur ne peut que se conformer aux injonctions de l'inspection du travail. En conséquence, ces modifications apportées au règlement intérieur ne donnent pas lieu à une nouvelle consultation des IRP. Les IRP, c'est le CSE... c'est les institutions représentatives du personnel, donc les syndicats, les salariés élus pour représenter les autres salariés. Hop. Et bien c'était bien intéressant cette histoire. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec le règlement intérieur mais qu'il n'a pas été revu par les IRP suite aux modifications faites par l'inspecteur du travail, tant pis pour vous, hein. Tant pis pour vous, fallait respecter le règlement intérieur. Alors, ça, je vous avoue que la paye, c'est pas trop mon délire. Tiens, est-ce qu'on peut aller tester nos connaissances sur le droit social ? C'est un peu marrant. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Je suis pas sûre que vous trouviez ça marrant, mais moi, oui. Alors, ouais, il y a de la paye, donc on va se casser la tronche, c'est sûr. Entre la crise sanitaire et les chiffres paye, vous avez été débordé par l'actualité sociale. Loi décret, vérifiez que vous n'avez rien raté. De l'actualité sociale, le début 2022 a été marqué par les traditionnelles nouveautés de la paye, bien sûr, et toutes les évolutions liées à la crise sanitaire, mais pas seulement. De nombreuses nouveautés sociales ont pris effet ces dernières semaines. Depuis début décembre, 5 lois différentes ont été publiées, ainsi que plus d'une dizaine d'autres textes, décrets et arrêtés. Donc on est entre 15 et 20 textes de loi publiés sur le droit du travail rien que depuis début décembre, depuis 2 mois. Sans compter les changements prévus de longue date, mais qui prennent effet en ce début 2022 et touchent différents domaines du droit du travail. Allez, quelques questions, n'importe quoi. Démarrer le quiz. Alors, il va être possible d'utiliser le titre emploi-service entreprise pour les CDD de remplacement sans forcément l'utiliser pour les CDI. Alors déjà, on va aller chercher ce que c'est le titre emploi-service entreprise parce que j'ai pas vu passer ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ah bah super, ça commence bien. BPI France, service public, tiens. Le titre emploi-service entreprise est un dispositif du réseau des URSSAF destiné à simplifier les formalités liées à l'embauche de salariés. Ok. Il a pour objectif de faire gagner du temps à l'employeur dans la gestion administrative de son personnel. L'adhésion au service est gratuite. L'inscription et les déclarations s'effectuent obligatoirement en ligne. Ok, ça ne nous dit pas ce que c'est. Hein. C'est juste un truc administratif en fait. C'est pas très clair. Ouh, c'est jaune. Ah, ça pète bien les yeux. Apprenez à faire un site web avec nous là. Alors, ce dispositif est proposé à toutes les entreprises qui souhaitent recruter un ou plusieurs salariés. Son objectif est d'alléger de manière significative les formalités liées à l'embauche. Oui, c'est très jaune, ouais. Ouais, faut pas avoir mal aux yeux, hein. Mais il peut également être utilisé pour les salariés déjà présents en entreprise. D'autres dispositifs simplifiés de déclaration et de versement de cotisations sociales sont institués. Ok, on s'en fout. Donc, qui peut bénéficier du titre emploi-service entreprise ?
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, oui, toutes les entreprises relevant du régime général et n'exerçant pas une activité agricole, donc relevant du régime général, puisque les activités agricoles ne relèvent pas du régime général, peuvent bénéficier du titre emploi-service entreprise. Tu veux que j'arrête l'animation du layout ? Pourquoi ? Tu l'aimes pas ? Faut regarder le petit écran. Je te jure. Je peux arrêter l'animation du layout, tu sais. Je sais plus où il est. Voilà, normalement ça lit une fois. Et après ça s'arrête. Normalement. Let me entertain you. M'éclate les yeux. Mais comment c'est possible ? Moi je le vois quasi pas. Hein. Après moi il est au plus petit sur mon écran puisque c'est mon retour. Mais ah bah non. Ah oui mais elle disparaît. Non mais alors oui non. J'étais pas d'accord pour ça. Bah tant pis. Voilà. Tant pis. Que veux-tu que je te dise ? Je ne sais pas. Je ferais peut-être une autre forme, j'en sais rien. Mais c'est vrai que... Moi, c'est plutôt le short intermission qui me perturbe, parce que c'est pas short, mais bon. Bref. Hop. Pour le recrutement de quels salariés ? Tous les salariés, qu'il s'agisse d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur durée de travail. Donc déjà, on a notre réponse. Quelles sont les formalités prises en charge par ce dispositif ? Sont accomplies les formalités suivantes : le calcul des rémunérations dues aux salariés et de l'ensemble des cotisations sociales, la déclaration des préalables à l'embauche, la DPAE. Tu es sur téléphone, moi sur l'ordi, ça me choque pas. Ah oui, c'est pour ça peut-être. Bah sur téléphone, cet écran-là, donc l'écran où on voit le texte, il doit pas être très grand. Ouais, j'essaierai de faire autre chose, je sais pas. Moi, je verrai. Après, s'il y a que toi que ça perturbe... Bon, écoute, voilà. Le contrat de travail, le certificat de travail, le calcul de la rémunération, le calcul de la déclaration des cotisations sociales, les déclarations sociales, la DSN donc. La DSN, c'est le document que l'entreprise remplit régulièrement. Alors je sais plus si c'est tous les mois, tous les 3 mois, je me rappelle plus. Et ce document qui est maintenant informatisé, dans ce document, elle remplit toutes les infos qui concernent ses salariés, qui concernent l'entreprise, enfin des tas de choses, mais pas que à l'arrivée. S'il y a une augmentation, le nombre de jours de congé, le nombre de jours d'arrêt de travail et tout. C'est tout automatisé par la DSN, et du coup c'est devenu super pratique. Ça date il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est juste le truc animé en permanence, ça me fatigue. Ben désolée. Je suis désolée. Mais le truc c'est que... Attends. En fait, je peux pas en faire une image. Il faut que je retrouve... une image et après que je la... Enfin bref, que je la mette dessus, mais on fera ça plus tard. Hop. Du coup, les déclarations destinées à Pôle emploi, déclarations destinées à la caisse des congés payés, les bulletins de paie, les attestations fiscales pour les salariés. Mais reste à charge de l'employeur le paiement de la cotisation au financement de la formation professionnelle au service de santé et au régime de protection sociale facultatif, l'affiliation auprès des organismes de retraite complémentaire, prévoyance obligatoire ou caisse de congés payés. Bon, après, comment adhérer ? Donc ça, c'est un dispositif qui va venir faciliter la charge administrative de l'entreprise et des RH, du coup. Donc on a notre réponse. Il va être possible d'utiliser le titre emploi-service pour les CDD de remplacement sans forcément l'utiliser pour les CDI. Ah. Je dirais vrai. Bon, on sait pas. Afin d'améliorer l'indemnisation du congé de proche aidant, l'employeur va devoir le financer en partie. Lors de notre première session, on a vu cette question-là. On a vu le congé de proche aidant. Et il me semble que c'est pas du tout financé par l'employeur. Non, c'est la sécurité sociale qui finance, me semble-t-il. N'hésitez pas, si vous voulez répondre aux questions. Dites-moi. Il n'est plus possible d'effectuer le versement du salaire sur un compte joint. Tiens, bonne question. Pour les gens qui sont en couple et qui ont un compte joint avec leur conjoint,
Pardon. Est-ce qu'il est encore possible de verser le salaire de ces personnes sur le compte joint? Pas concerné, certes. Moi non plus, mais bon. Je sais pas du tout, tiens. J'ai envie de dire vrai parce que ce serait bien. Ça pour les gens qui sont maltraités dans leur couple ou quoi, ou qui ont plus accès à leur argent, parce que ça arrive. Ce serait vraiment bien, mais je sais pas. Vas-y, je vais dire vrai. Les femmes enceintes ont automatiquement le droit au télétravail avant leur congé maternité. Non. De toute manière, le télétravail n'est pas un droit. Y a rien dans la loi, me semble-t-il, qui donne droit au télétravail obligatoirement. Rien du tout. Puis du coup, c'est super injuste parce que tu travailles dans un endroit où le télétravail est possible, oui, et puis tu travailles dans un endroit où le télétravail est pas possible, bah tant pis pour toi. Alors je pense que cette question, c'est faux. Après, on passe à Miss France. Les salariés ayant un enfant pour lequel on a diagnostiqué un cancer peuvent avoir le droit à un congé d'au moins 2 jours lors de l'annonce. Ouais, c'est même plus que ça, non? Je sais plus si c'est 2 jours. Il me semble que c'est vrai, mais ça revient avec le... C'est en lien avec le congé de proche aidant. Il me semble que c'est vrai. Les employeurs n'ayant pas organisé les entretiens professionnels, état des lieux en 2020 ou 2021, doivent verser un abondement correctif avant le 1er avril 2022. Eh ben, je dirais oui. Pour rappel, du coup, comme on l'a vu dans la vidéo sur le CPF, si vous voulez retrouver les vidéos, elles sont en dessous, enfin mon lien YouTube est en dessous de ma page, en dessous de la vidéo là actuellement. Comme on l'a vu sur la vidéo CPF, le CPF vient pas tout seul. Il est venu dans le cadre d'une loi. Et dans le cadre de cette loi, je vais baisser le son. Dans le cadre de cette loi, les employeurs, ils devaient respecter plusieurs règles. Ils devaient respecter au moins 2 des 3 règles suivantes. Donc soit donner un avancement financier à leurs salariés, soit donner une promotion à leurs salariés, soit faire suivre une formation... un avancement financier ou une promotion, soit faire suivre une formation à leurs salariés, soit que leurs salariés obtiennent un diplôme par la VAE ou pas. Et sur ces 3 règles, il faut que les employeurs, tous les 6 ans, ils en respectent au moins 2. Et en plus de ça, tous les 2 ans, les employeurs sont censés vous faire suivre ce qu'on appelle un entretien professionnel. Ça va mieux au niveau de la musique? J'ai baissé le son. Ils sont censés vous faire suivre un entretien professionnel tous les 2 ans, je réfléchis. Et pendant l'entretien professionnel, on vous demande vers quoi vous voulez vous orienter, comment vous voyez la suite de votre carrière, est-ce que vous voulez suivre des formations, est-ce que vous voulez vous réorienter, est-ce que vous voulez postuler à un autre poste en interne ou en externe. Et c'est différent de l'entretien annuel où là on parle de vos résultats en entreprise, ce qui n'a rien à voir, puisque l'entretien annuel intéresse que l'entreprise, pendant que l'entretien professionnel intéresse les salariés. Donc moi je dirais que oui, puisque si l'employeur n'a pas organisé les entretiens professionnels, il n'a pas respecté les règles du coup, il doit donc verser un abondement et il me semble qu'il faut verser les heures CPF avant le 1er avril, donc je dirais oui. Au 1er avril 2022, il devient complètement impossible de déposer un formulaire de rupture conventionnelle au format papier. C'est une bonne question ça. Ça fera pas plus répondre la directe, que ce soit en format papier ou en format informatique, mais il devient complètement impossible. Ouais, j'ai envie de dire oui. On peut plus rien faire par papier de toute manière. Il n'est plus nécessaire de faire figurer dans le bulletin de paye une rubrique relative aux allègements de cotisations appliqués à la rémunération. Oui, il me semble que
cette rubrique-là qui est relative aux allègements de cotisation, elle était obligatoire pendant un certain nombre d'années après que la loi soit passée. Et il me semble que c'est plus obligatoire. Bon, mettons vrai, on verra bien. La contribution CPF-CDD doit être versée pour un CDD qui se transforme en CDI. Bah, elle est bizarre cette question. Déjà, il n'y a pas de point d'interrogation. Et puis, elle doit être versée pour tous les contrats. Donc je sais pas si la question c'est est-ce qu'elle doit être versée uniquement pour un CDD qui se transforme en CDI ou est-ce qu'elle doit être versée dans ce cas-là sans se préoccuper des autres cas. Doit être versée pour un CDD qui se transforme en CDI. Salut ? Salut, ouais. Comment tu vas ? Et toi, t'as la réponse ? Tu dis vrai ou faux ? D'accord. C'est une bonne question. Je savais même pas qu'il y avait une contribution différente selon si t'étais en CDD ou en CDI. Bah, je dirais que non. Comme il n'y a pas de condition d'ancienneté au CPF, si t'es en CDI, je dirais qu'on verse le CPF classique. Non, du coup c'est faux. Tu fais des câlins au micro ? Un employeur peut prendre en charge les frais de déplacement de ses salariés utilisant un transport respectueux de l'environnement et bénéficier d'une exonération de charges dans la limite de 600 €. J'en sais foutrement rien. Mais si c'est le cas, ils le font pas. Tout simplement. 600 €, j'en sais rien. Bah, sachant que l'employeur est obligé de prendre en charge la moitié de l'abonnement de transport en commun. Après, est-ce qu'il a une exonération de charge dans la limite 600 €? J'ai envie de te dire vrai, j'en sais rien du tout. Ah ah, je suis nulle. Bah, je veux bien voir les réponses, oui. Alors, il va être possible d'utiliser le titre emploi-service pour le CDD, ouais, donc ça, on avait vu que c'était vrai. Dès le 1er janvier 2024. Oula, c'est dans longtemps. Afin d'améliorer l'indemnisation du congé de proche aidant, l'employeur va devoir financer une partie. Donc le calcul de l'allocation journalière de proche aidant a été modifié pour être revalorisé chaque année en référence au SMIC. Cela n'a aucune incidence pour l'employeur qui n'est pas tenu de rémunérer ce congé, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Putain, quel relou, je te jure. Il n'est plus possible d'effectuer le versement du salaire sur un compte joint. Ah, ça veut dire... Ça va devenir interdit à compter du 26 décembre 2022. Non, ce qui va devenir interdit à compter du 26 décembre 2022, c'est d'effectuer le versement sur un compte joint dont le salarié n'est ni titulaire ni co-titulaire. Ok, oui, bon bah... Si vous maltraitez votre conjoint, vous avez juste à l'ajouter comme co-titulaire du compte. Voilà, voilà. Au pire, vous payez par chèque, hein. C'est comme ça, on se pose plus de questions. Les femmes enceintes ont automatiquement droit au télétravail avant leur congé maternité. Faux. Il n'y a pas de droit acquis au télétravail. Le télétravail n'est pas un droit, c'est une disposition conventionnelle. Et les employeurs sont très réfractaires. En revanche, les modalités d'accès des salariés enceintes à une organisation en télétravail doivent être évoquées dans l'accord ou la charte mettant en place le télétravail. Ouais, il faut encore un accord ou une charte mettant en place le télétravail, quoi. Les salariés ayant un enfant pour lequel on a diagnostiqué un cancer peuvent avoir droit à un congé d'au moins 2 jours lors de l'annonce. Oui, c'est le congé pour événement familial. Et il doit être étendu. Ok. Les employeurs n'ayant pas organisé les entretiens professionnels état des lieux en 2020 ou en 2021 doivent verser un abondement correctif avant le 1er avril 2022. Pour les autres années, le versement devra être effectué au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel état des lieux. Attends, pardon ? Pour les autres années, le versement devra être effectué au plus tard le dernier jour du trimestre civil, suivant la date de l'entretien professionnel état des lieux. Bah oui, mais s'il n'a pas lieu. On est en train de dire, si tu fais pas l'entretien professionnel état des lieux, tu dois verser un abondement, et là on te dit, bah du coup, il faut le verser après l'entretien. Bah oui, mais si tu le fais pas, c'est débile.
1er avril 2022, il devient complètement impossible de déposer un formulaire de rupture conventionnelle format papier. Non, alors c'est pas vrai. Le dépôt via la plateforme Télé-RC s'impose au 1er avril 2022, mais si l'employeur ou le salarié indique ne pas être en mesure d'utiliser ce téléservice un dépôt directement auprès de la DRED, c'est possible. Oui, bon après, s'il faut prouver que t'es pas en capacité, c'est un peu compliqué, quoi. Il n'est plus nécessaire de faire figurer... Alors, faux, ok. Si cette ligne avait en effet disparu du nouveau modèle de bulletin de paie, diffusé fin décembre par arrêté, un rectificatif publié le 22 janvier confirme qu'elle doit bien figurer dans le bulletin de paie. Ok. J'adore. On vous dit, regardez toutes les charges que vous payez pas, regardez-le. Comme si les gens savaient lire leur bulletin de paie. La contribution CPF-CDD doit être versée pour un CDD qui se transforme. 2 contrats sont sortis de la liste des contrats exonérés de cette contribution à partir du 1er janvier. Les CDD qui se poursuivent par des CDI. Ah, attends, j'ai pas compris. La contribution CPF-CDD doit être versée pour un CDD qui se transforme en CDI. Moi, j'ai mis vrai. Non, j'ai mis faux et c'était vrai. 2 contrats sont sortis de la liste des contrats exonérés de cette contribution à partir du 1er janvier 2022. Les CDD qui se poursuivent par un CDI et les contrats conclus avec des jeunes en cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Enfin, dans tous les cas, tu la verses. Que ton contrat il se transforme en CDI ou pas, tu dois la verser. Je comprends pas trop. Un employeur peut prendre en charge les frais de déplacement de ses salariés, ok. Cela vaut notamment pour le covoiturage, les services de mobilité partagés ou encore les cyclants. Les vélos, quoi. La limite globale de prise en charge des frais de transport est de 500 € par salarié et par an, mais monte à 600 € sous certaines conditions, cumul de forfait mobilité. Là. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si vous venez tous les jours au travail en vélo, votre employeur peut récupérer 600 € de charge par an. Enfin 500, on va dire 500. Et en échange de ça, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il vous donne un petit gilet jaune pour que vous alliez manifester sur les ronds-points le week-end. En fait, j'ai eu le cas dans mon entreprise où on pousse vraiment les gens à venir genre en vélo, en covoiturage et tout. On fait des journées mobilité de fou. On essaie vraiment de les pousser à faire ça. Pourquoi ? Pour qu'ils récupèrent 500 balles. Comme ça, il peut t'acheter un vélo, ouais, bien sûr. Pour que l'entreprise récupère 500 balles par salarié. Et en fait, cette loi-là, elle est arrivée aux oreilles des gens, en fait. C'est pas... Les gens, ils s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que l'employeur, il gagnait quelque chose. Et du coup, ils ont dit, ah ok, et ben du coup, si on vient tous les jours en vélo, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous faites un... Genre, vous nous faites un bon d'achat pour acheter un vélo, pour acheter du matériel cycliste. Vous nous donnez, je sais pas, une prime de déplacement, un truc comme ça. Et ils étaient là... non, on va plutôt te donner un gilet jaune. Et toi, tu continues à venir en vélo, ok ? Un vélo avec des flammes. Il peut t'acheter un vélo. Oui, mais non, bah du coup... Non, ils ont dit non. Et du coup, bah... En fait, c'est pas du tout avantageux. Enfin... Si... Après, voilà, ça appartient à chacun de venir en vélo ou pas. Je compare pas le vélo et la voiture, là. Je compare le vélo et les transports en commun. Mais quand tu sais que quand tu payes tes transports en commun, ton employeur est de toute manière obligé de te rembourser la moitié de ton transport en commun, là, il touche de l'argent si tu viens en vélo ou en covoiturage et t'as rien en échange. Oui, ça fait du sport, évidemment. Après, quand il pleut des cordes, le vélo, c'est bien sympa, quoi. Parce qu'en plus, pour avoir droit à certains trucs, il faut venir... je sais pas, j'ai plus de 2 tiers du temps en vélo, je crois, ou plus de 3/4 du temps en vélo. Sauf que bon, selon là où t'habites, tu peux pas venir en vélo tout le temps, quoi. Soit si t'habites loin, soit si ta région, elle est pluvieuse ou neigeuse, on sait pas, quoi. Donc voilà, donc votre employeur récupère de l'argent si vous venez au travail en vélo ou en covoiturage. Vous êtes content de le savoir, non ? Et en échange, il vous donne rien. D'ailleurs, quand vous voyez une offre d'emploi sur laquelle c'est marqué avantage, droit à la mutuelle, droit au ticket resto, droit au 50% de transport remboursé. Bon alors les tickets resto, non, c'est pas pareil. Mais droit à la mutuelle et droit au 50% de transport remboursé, c'est pas des avantages. Hein. C'est légal. Et du coup, toutes les entreprises sont tenues de le faire. Donc on peut pas mettre ça comme un avantage.
comme un avantage de travailler dans cette entreprise. Toutes les entreprises doivent le faire. Mais comment ils savent que tu viens en vélo ? C'est une bonne question, tiens. J'en sais rien. J'en sais rien. Comment ils savent que tu viens en vélo ? Je suppose que si t'es... Ouais, j'en sais rien comment ils savent, tiens. Ouais, c'est à toi de leur dire. C'est une déclaration sur l'honneur, mais après... Ça, c'est une bonne question, ça. Comment elle s'appelle, cette... Putain, t'es trop chiant, le chat, là. Bah oui, je te mets le clavier sur toi parce que tu casses les couilles. Voilà. Alors. Comment elle s'appelle, cette... Il s'en fout, c'est l'enfer. Hop. Est-ce que tu peux dire que tu viens en vélo, mais en fait tu viens en monster truck? Oui, c'est ça, hein. Mais c'est exactement comme quand tu déclares aux impôts que t'as des frais kilométriques en voiture, c'est pareil, hein. C'est toi qui déclares tes frais kilométriques, ils en savent rien au final. Ils savent pas si c'est vrai ou pas, c'est de la déclaration, c'est du... Comment ? C'est de la déclaration sur l'honneur. Après, va vérifier ça de toute manière, hein. C'est pas possible, hein. Ah bah bien sûr que tu peux faire ça. En fait, quand tu déclares tes impôts... T'as des exonérations, et t'as 2 systèmes d'exonération. Toi, alors, je suis pas spécialiste, hein. Soit il me semble que t'as ce qu'on appelle les 10%, donc automatiquement on te met 10% d'exonération sur ton impôt. Soit tu déclares ce qu'on appelle aux frais réels. Soit tu déclares ce qu'on appelle aux frais réels, et du coup tu déclares tes frais kilométriques, tes frais de repas, il me semble. Je suis plus sûre, mais en fait ça dépend beaucoup de ton travail. Mais si tous les jours tu te tapes, je sais pas, 40, 50 minutes aller et 50 minutes retour pour aller au boulot, par contre c'est en kilomètres, hein, c'est pas en temps de trajet. Et si tu déclares, si tu tapes beaucoup de kilomètres pour aller au boulot, tu peux déduire ces frais kilométriques de tes impôts. En fait, il faut faire un calcul pour voir ce qui est le plus intéressant entre les 10% qu'on t'enlève ou les frais kilométriques, les frais réels. Mais oui, si ton travail il est loin, que tu fais beaucoup de kilomètres, bien sûr, il faut le faire. Comme dit Powax, évidemment, tu peux même gagner en fonction de ta situation. Bah ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai des potes, ils payent quasi pas d'impôts Enfin, quasi pas. Ils payaient déjà de toute manière très peu d'impôts. Et grâce aux frais kilométriques, ils en payent encore moins, quoi. C'est un scandale, hein. Mais du coup, ce qui est débile, parce que ça te pousse à acheter une bagnole, quoi. Je sais pas, moi je clique sur suivant, puis valider. Oui, bah moi j'ai pas de voiture, donc je fais pareil que toi. Mais oui, c'est pas avantageux de... T'arrêtes de me faire chier. Je vais te défoncer, là. Mon chat me fait chier. C'est pas forcément avantageux. Enfin, il faut, si vous avez une voiture et que vous faites beaucoup de kilomètres, il faut regarder ça, hein. Mais ça prend du temps, puis il faut savoir comment on le fait. Si tu le sais pas le faire, c'est toujours très pénible, quoi. Mais oui, moi je fais pareil, hein. Je regarde, je fais ouais, ça doit être ça. Et je valide. Et après je gueule parce que c'est trop cher. Après, tu sais, Aurel, si tu veux baisser tes impôts, il suffit de faire un enfant. Je sais pas écrire, mais c'est tout sur informatique maintenant. Pas besoin de savoir écrire. Je pense que tu sais taper sur un clavier, c'est ton métier. Mais oui, si tu veux économiser des impôts, faut faire des gosses. Ça, tu seras tranquille, là. Tu vas plus rien payer pendant 20 ans. Même pas vrai. Allez, on enchaîne. Ah oui, je voulais parler des 45 heures. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais apparemment, Emmanuel Macron voudrait faire travailler les jeunes 45 heures par semaine au lieu de 35 heures. Oh, le mensonge. Faut une compagne pour faire un gosse. Oui, bon ça, c'est un détail. Tout ça, c'est un détail. C'est sûr que quand t'es une femme, c'est un peu plus simple que quand t'es un homme, mais bon.
Ah oui, vous voyez pas le titre en entier. Voilà. Donc, apparemment, Monsieur Macron voudrait faire travailler les gens 45 heures par semaine, les jeunes 45 heures par semaine, puisqu'il considère que quand on est jeune, qu'on a moins de 25 ans, il considère que quand on a moins de 25 ans, on peut très bien se tuer au travail 45 heures par semaine, et que c'est pas grave, puisque l'objectif étant de travailler beaucoup quand on est jeune, puis travailler de moins en moins par la suite. Alors... Je suis plus imposable depuis la naissance de mon fils. Bah oui, non mais clairement... j'ai constaté ça récemment. Je sais pas si vous avez vu passer cet article où la nana, elle est architecte et avec son mec, il gagne genre 7000 balles par mois. Et elle est là, elle pleure parce qu'il lui reste que 800 € à la fin du mois, alors que 800 €, c'est ce que beaucoup de gens gagnent par mois. Et j'ai vu leurs impôts et j'ai dit, attends, par contre, ils payent la même quantité d'impôts que moi, alors qu'en fait, ils gagnent 7000 balles par mois et que moi, je suis pas du tout à ce salaire-là, mais alors pas du tout, quoi. Je suis même pas à la moitié. Je suis à peine au quart, je pense. Et je vois ça. Et en fait, c'est simple, ils ont 2 enfants, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, les 45 heures, parlons-en. Ils considèrent que les jeunes sont des grosses feignasses. Bon, alors, oui. En fait, on va lire l'article et tout, hein. En fait, déjà, le souci, moi, perso, entre mes 20 et mes 25 ans, si j'avais pas fait d'alternance, j'aurais pas travaillé, hein. On veut pas embaucher les jeunes. Ils sont censés faire leurs études, ils ont pas d'expérience, ils ont pas les qualifs, ils ont pas le diplôme. Du coup, on les embauche pas, à part pour faire, pour faire des jobs d'été, des choses comme ça, mais... Pardon, ma cam, elle est complètement bourrée, voilà. Mais à part pour faire des petits jobs, on n'embauche pas les jeunes à long terme, en dessous de 25, et je dirais même 27, 28, hein, jusqu'à 30 ans, pour certains, c'est la grosse galère, quoi. Ils vivaient pas à Paname aussi? Si, ils vivaient à Paname, ouais. Mais peu importe, hein. Je veux dire, quand tu gagnes 8000 balles par mois, tu peux vivre où tu veux. Et du coup, je vois pas... Je veux bien hein, faire travailler les... Enfin, je veux bien, non, je veux pas, je suis contre, mais... Pourquoi pas, tu vois, d'avoir cette idée-là, sauf qu'il faudrait déjà leur donner du taf, en fait. Il y a un moment, ils arrivent déjà pas à trouver du taf, c'est pas parce qu'ils travaillent 45 heures par semaine qu'on va les embaucher. Et puis, quand bien même on va les embaucher au salaire minimum, et puis on va virer les vieux, parce qu'ils vont faire leur travail, et on va juste virer les vieux, et on va se retrouver avec plein de vieux à la retraite, ou en pré-retraite, ou au chômage. Ça va juste creuser le fossé des vieux, alors que déjà qu'on les embauche plus à 50-55 ans, c'est pas possible, quoi. Et en plus de ça, 45 heures par semaine, il y a un moment, c'est pas parce que t'es plus longtemps au travail que tu travailles plus, hein. Et ça, il va falloir qu'ils le comprennent. Ça, c'est vraiment la génération des réunions interminables, où ils te font des réunions de 3 heures, où ils se disent rien, et après ils ont l'impression d'avoir travaillé, quoi. Et je pense que ils savent pas ce que c'est, en fait, de vraiment travailler, et tu travailles pas... t'es pas efficace 45 heures, déjà t'es pas efficace 35 heures, c'est pas possible. Dans ta journée, t'as forcément des moments où, voilà, t'as des moments où t'as de l'énergie et t'es plus efficace, et puis t'as des moments de creux. Et tu peux mettre les gens 80 heures par semaine au travail, ils travailleront pas plus, hein. Je suis pas efficace 10 heures, moi. Bah, de toute manière, t'as pas besoin d'être 10 heures par jour efficace. Enfin, dans quel monde tu travailles 10 heures par jour non-stop? Mais ça, c'est une idée de vieux, ça, hein. C'est... Ça, exactement comme on en parlait hier, on lutte contre le fini-parti, on lutte contre les gens qui partent à 17h alors que leur horaire c'est 17h, c'est débile. On va pas rester pour se regarder dans le blanc des yeux, quoi. 10 heures par semaine. Et bah tant mieux pour toi. Mais tu es encore jeune, Aurélien? Ah non, t'es vieux, pardon. C'est bon, t'as plus besoin de travailler 45 heures. Alors, 45 heures par semaine, Emmanuel Macron veut-il faire travailler davantage les jeunes? Bouh, les jeunes, lapidez-les. Sur Twitter, l'indignation monte alors qu'une rumeur affirme qu'Emmanuel Macron... Vas-y, j'en ai marre des vidéos pourries, là. Qu'Emmanuel Macron voudrait faire travailler les jeunes 45 heures par semaine alors que la semaine de travail réglementaire est de 35 heures. Merci de nous le rappeler. On ne le savait pas.
Qu'en est-il ? On fait le point. Bon, la source là, c'est La Voix du Nord, et c'est le journal le plus... Comment dire ? Le plus objectif que j'ai trouvé, parce que sinon on avait Marianne, Les Échos, Alter Echo et tout, j'étais là, ouais, on va se calmer là, hein, les journaux qui sont payés par Macron, on va se détendre. Les jeunes vont-ils devoir travailler plus que leurs aînés ? Ils le font déjà en fait. Hein. Bon, bref, faut vraiment jamais avoir foutu les pieds en entreprise pour pas comprendre que les jeunes travaillent plus que leurs aînés. Mais bon. Depuis plusieurs jours, le sujet fait l'objet de toutes les discussions sur les réseaux sociaux. En cause, une ébauche du programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Donc là, on apprend que Emmanuel Macron se présente à la présidentielle puisqu'on le savait pas. Du coup, tout son temps de parole depuis des mois et des mois, il est pas décompté. Au passage, hein. C'est vraiment un loupard. Bien que le président sortant n'ait pas encore confirmé officiellement qu'il se présenterait à l'élection, il a fait part de son envie d'être candidat. En attendant, La République En Marche commence à plancher sur son programme. Et selon le journal Marianne, oui, j'ai pas pris Marianne non plus, hein, parce que... Parmi les propositions qui reviennent chez les experts chargés d'élaborer le programme d'un second quinquennat Macron, figure l'idée de faire travailler les jeunes davantage. On peut accepter de travailler 45 heures par semaine quand on a 25 ans, puis réduire son temps de travail quand on a des enfants et quand on est senior. Alors j'aimerais bien savoir qui est ce dirigeant LREM, qui a donc travaillé beaucoup quand il avait 25 ans, bien sûr. T'aimes pas les rousses, là ? Mais pourquoi Marianne, elle est pas rousse ? J'ai pas compris. A expliqué un dirigeant LREM aux médias, et pas le président directement, donc. C'est pas le président qui a dit qu'il voulait faire travailler 45 heures, mais bon, à un moment, c'est son parti, il avait qu'à pas le créer. Selon qui le parti politique travaille sur une banque de temps permettant de répartir les heures travaillées tout au long de sa carrière. Oui, bah, tout ça pour finir avec 800 balles de retraite, merci bien. Et quand on a 24 ans et un enfant, eh ben, fallait faire tes enfants plus tard. Et à un moment aussi, tu vis pour toi ou tu vis pour la patrie ? Faut choisir dans la vie. Hein. Parce que leur variable a l'air d'être les enfants, oui. Ouais, mais c'est tout le... C'est tout la stupidité de ce quinquennat. C'est-à-dire qu'en même temps, la natalité est très basse et du coup, on veut que les gens fassent des enfants. Et en même temps, on veut que les gens travaillent gratos, tu vois. Mais peu importe si t'as pas de quoi te payer ton loyer, de payer ton électricité, on s'en bat les couilles. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens ils travaillent et qu'ils ferment leur gueule. Mais en même temps, la natalité est basse et il y a un moment, en 2050, quand il y aura... il me semble qu'en 2050, il y aura... Oh, je sais plus. Il y aura 25% de plus de 60 ans. 25% de la population française qui aura plus de 60 ans. En fait, on a une pyramide des âges qui est élargie au niveau, au niveau des vieux, quoi. Et en 2050, il va y avoir une vague des enfants des baby-boomers. Et du coup, les baby-boomers ont fait beaucoup d'enfants. Et il va y avoir cette vague-là qui va se retrouver à la retraite en même temps, et ça va être catastrophique. Et c'est pour ça qu'ils essaient de pousser à faire des enfants, ils poussent les politiques de natalité. Mais clairement... on parle déjà aujourd'hui des EHPAD, des états des EHPAD qui sont complètement catastrophiques, mais dans 25 ans, c'est la cata aussi. Hein. Enfin, ce sera 15 fois pire. Les enfants, faut les brûler comme au Brésil, oui, bien sûr. GG à rester concentré. Ouais, t'es chiant, je te le dis. Hein. Je te le dis. Il n'en a pas fallu plus pour enflammer les réseaux sociaux et provoquer l'ire des jeunes. À tel point que ce mardi, 45 heures faisait partie des sujets les plus discutés sur Twitter. Alors ce mardi, pardon, mais c'est quoi, c'est quelle date ? Ouais, c'est la semaine dernière. Alors que différents pays font l'essai de la semaine à 4 jours, nous, on a un président qui veut que les jeunes travaillent plus de 45 heures par semaine, alors qu'il n'y a déjà pas assez d'emplois, on marche sur la tête, a estimé un internaute. C'est exactement ce que j'ai tweeté, enfin à quelques mots près. Oh là là, ils auraient pu me citer quand même. Hein. Mais oui, en Espagne, au Portugal, mais dans plein de pays, on est là en train de se dire ok, de toute manière, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. De toute manière, ça sert à rien d'épuiser les gens au travail. Si on les fait travailler moins, peut-être qu'on embauchera plus. Et puis, on n'est pas là pour travailler et se rendre complètement abruti du travail. On veut que les gens ils aient des loisirs, on veut que les gens ils puissent vivre bien leur travail. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à la semaine de 4 jours.
et le week-end de 3 jours. Alors qu'en France, on te dit l'inverse, on te dit mais faut travailler plus, faut travailler plus, faut travailler plus, encore plus, encore plus, encore plus. En fait, oui, le on marche sur la tête, il est très très approprié, il est très très à propos, pardon. Punaise, quand c'est sorti, j'ai vraiment hésité à faire un trait de ma situation par rapport aux 45 heures. Ça m'a tendu, puis finalement non. Et bah tu sais ce qu'on peut faire. Alors, si t'as envie de le faire, je sais pas si tu me suis soit sur Twitter, soit sur... tu me suis sur Twitch. Si tu peux m'envoyer un texte qui résume ta situation... Enfin, les deux, merci. merci. Pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, ça me dit vraiment que tu m'envoies un texte exemple qui résume ta situation. Je sais pas qui t'es, donc clairement ça restera anonyme. Hein. Et comme ça, on en parle. Ah, ce serait super. Hésite pas à aller dans le détail et tout. Hein. Ce serait trop bien. Alors, 45 heures par semaine, c'est hardcore. Même quand le salaire suit. Non mais clairement, hein. Même quand le salaire suit. Je veux dire, tu gagnes 45 heures par semaine, même si t'es payé 3-4 000 balles, et à un moment, t'en as plus rien à foutre du salaire, quoi. T'as plus d'énergie, t'as plus de vie de famille, t'as plus de vie sociale, ça sert à rien, quoi. Ça te force à bosser le week-end, et même si tu arrives à gérer une semaine de 5 jours, le week-end te servira à récupérer de ta semaine, et tu auras la flemme de faire autre chose. C'est infiniment pas souhaitable, en effet. Estime encore un tweetos dont le tweet a été liké plus de 11 700 fois, la majorité des réactions exprimées sur le réseau social étaient négatives. Ta santé se dégrade, tu mets tout dans le soin. Exactement. Exactement, hein. Je suis bien placée pour savoir que y a un moment, quand tu travailles trop... Quand tu t'investis trop dans ton travail, tu mets clairement ta santé en danger. Et puis de toute manière, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où il n'y a plus rien qui vient, il n'y a plus rien qui percute. Genre les gens autour de toi te disent tu travailles trop, c'est pas possible de continuer comme ça, tu peux pas tenir ce rythme indéfiniment. Et toi, t'es dedans et tu te dis mais... Oui, mais si je ne le fais pas, personne ne le fait. Oui, mais si je ne le fais pas, ça va retomber sur mes collègues. Oui, mais en gros, c'est comme ça que tient ma vie, puisque c'est un cercle vicieux. T'as l'impression que ta vie tient à ça, alors que ta vie, elle tient absolument pas à ça. Genre, c'est l'inverse de la vie. C'est un vœu de mort d'aller se jeter complètement à corps et... à corps perdu dans le travail. C'est un vœu de mort, c'est plus un vœu de vie. Un vœu de vie, pardon. Et on te répond, mais Balek, exactement. Et on te répond, mais l'entreprise, elle va rien faire pour toi. L'entreprise, elle va pas t'aider. L'entreprise, elle en a rien à foutre si tu meurs sur ton lieu de travail. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tu es de la fourniture, tu es de la main-d'œuvre, voilà, on a besoin de toi pour bosser, mais il y a 20 personnes qui feront la même chose que toi. Voilà, c'est ta boîte, c'est tes profits. Bon bah alors on s'en fout. Et même... J'ai envie de te dire, même si c'est ta boîte, même si c'est tes profits, on voit beaucoup de témoignages de streamers et de youtubeurs qui ont fait des burn-out, expliquer que ouais, bah, c'est leur boîte et que du coup, là, il n'y a que eux pour le faire tourner. Mais même dans ces cas-là, il faut prendre du recul. Hein. Il faut prendre du recul et essayer de se dire, ok, il n'y a que moi qui fais tourner ma boîte, mais il y a un moment, si je m'investis trop, enfin, si je travaille trop, si je me jette à corps perdu là-dedans, dans 2 mois, il n'y aura plus personne pour faire tourner la boîte. Hein. T'as fait 1 mois à 70 heures. Putain, 1 mois à 70 heures, c'est à 70 heures semaine, oui, bien sûr, hein, pas à 70 heures dans le mois. 1 mois à 70 heures, c'est énorme. Hein. Non, mais c'est 70 heures la semaine, c'est énorme. On n'est pas des Américains qui voient jamais leur famille. Enfin, tu vois. C'est une espèce de... J'ai jamais compris cette espèce de truc là où genre le travail, ce serait bien. Ce serait beau, tu vois, c'est exactement comme la patrie, tu vois, il faut être là pour sa patrie, pour son travail, il faut s'engager et tout, mais quand bien même ça te pète à la gueule, quand bien même on te crache à la tronche et tout. 8h, 2h du matin, oui, parce que t'étais ton propre patron, oui. Mais... Bah moi j'ai pas fait 8h, 2h du mat, mais j'ai fait pas mal aussi, et clairement, on en avait rien à foutre, tu vois. On en avait rien à foutre que je sois là de 8h jusqu'à 20h, et que je sois là de 8h jusqu'à 20h et que je doive rentrer toute seule parce qu'il y avait quasi plus de transport en commun, que mon entreprise, pour pas payer trop cher de loyer, elle allait se foutre dans le trou du cul du monde et dans un des quartiers les pires de la ville, et que je doive rentrer, traverser le pire parc de la ville où il y a eu des meurtres et tout. Moi, quand elle me collait ma réunion à 19h30, ma chef, elle en avait rien à foutre de savoir que j'allais rentrer toute seule. Hein.
Donc clairement, il y a un moment, faut dire stop, quoi. J'avais mal estimé ma charge de travail, j'ai voulu respecter mon engagement auprès du client, c'était tendax. Oui, bah tu m'étonnes. Une réunion en 19... Mais oui, mais tu comprends parce que c'est un chef, c'est un cadre sup de l'entreprise, du coup il a pas le temps le reste de la journée. Mais le reste de la journée, le mec il se baladait dans les couloirs. Lui, bref. Bref. Non mais après, moi l'entreprise dont je parle, il y a une ambiance qui était complètement horrible et je l'ai ressentie dès le début. Sauf qu'il y a un moment quand tu quittes un CDI pour un autre CDI et que on te fait miroiter une prolongation de période d'essai parce que quand tu parles à tes collègues, tout ce que t'entends c'est « Ah non, mais ici, de toute manière, on prolonge les périodes d'essai d'office, sans qu'il y ait de raison particulière, c'est juste... la DRH, elle est jamais sûre d'elle, donc elle prolonge les périodes d'essai de tout le monde. » Sauf que moi j'ai un niveau licence et j'ai 8 ans d'expérience et je suis dans une entreprise où il y a des cadres, où je suis cadre et du coup la période d'essai de 8 mois quand t'as un niveau de licence, ça va bien quoi. Faut peut-être arrêter de déconner, je suis pas sur des projets tendus qui engagent l'avenir de l'entreprise quoi. Hein. Je suis RH, je m'occupe des salariés. Et donc j'avais les 4 mois que j'ai passés en période d'essai, ils étaient horribles parce que j'étais terrorisée soit qu'on mette fin à ma période d'essai, soit qu'on prolonge ma période d'essai. Et j'ai fini par le dernier mois de ma période d'essai dire... mais j'ai dit à ma chef clairement, hein, je lui ai dit de toute manière si vous prolongez ma période d'essai, je me barre. Allez-y, prolongez-la, ça me laissera plus de temps pour trouver un autre job, sinon je me barre. Du coup, j'ai pas été prolongée, mais l'ambiance, elle est pourrie as fuck, quoi. Bref, ça c'était mon expérience personnelle. Une idée déjà sur la table en 2016. L'idée n'est pas nouvelle. En octobre 2016, alors qu'il travaille sur son programme, Emmanuel Macron est filmé dans le cadre d'un documentaire diffusé sur TF1 l'année suivante. Tiens, diffusé sur TF1, bon, c'est curieux ça, c'est pas diffusé sur Arte. Il est en train de discuter avec l'homme politique Daniel Cohn-Bendit. Alors lui aussi, tiens, j'avais pas vu son nom depuis longtemps. Et le réalisateur Romain Boupil. Lors de cet échange, il parle déjà de la modulation du temps de travail en fonction de l'âge. Le futur président estime alors que quand t'es jeune, 35 heures, c'est de la pipe. Ça dépend. Quand t'es jeune à l'ENA, 35 heures, c'est de la pipe, oui, en effet. C'est 40 ou 45 heures parce que t'apprends ton job en même temps. Oui, enfin bon, il te faut combien de temps pour apprendre ton job Il te faut 3 à 6 mois, hein, il faut pas 4 ans, quoi. Marianne affirme que cette proposition d'augmenter le temps de travail n'est pas une idée en l'air. Comme d'autres propositions évoquées dans le magazine, elle a déjà été sérieusement envisagée par les proches d'Emmanuel Macron ou par lui-même. Toutefois, rappelle le média, le président candidat n'a rendu aucun arbitrage. Pardon. Et avant de dévoiler les grandes lignes de ses ambitions pour les 5 prochaines années, s'il est réélu, Emmanuel Macron doit déjà officiellement annoncer sa candidature, ce serait pas mal quand même. Ce qui pourrait intervenir dans les prochains jours, sous quelle forme, bain de foule, interview, déclaration, toutes les hypothèses sont sur la table, puisque de toute manière, les règles sanitaires ont été levées. Hein. Lol, le gimmick de faut que t'en baves pour mériter ton poste, mais niquez-vous. Niquez-vous, un système social doit pas aliéner ses citoyens. Oui, non mais complètement. Non, puis encore une fois, on parle d'un mec, à 25 ans, il était à l'ENA, il avait jamais bossé de sa vie, hein, il a fait 3 stages chez papa, enfin faut arrêter quoi. Viens bosser à l'usine 40 heures par semaine, tu vas voir. Ça y est, Orelsan est vénère. Les défoncés Révolution, gilets jaunes. Ça y est, ça part en couille cette histoire. Non mais qu'il aille bosser 40 heures à l'usine, il va voir s'il fait 3 ans comme ça. Ça me saoule ça. Vraiment une phrase de connard. Après le truc c'est que ça c'est clairement une proposition de loi qui vient parler aux vieux. Ah, ça vient parler aux boomers, aux fils de boomers, tu vois. Ceux qui ont 45, 50, 60 ans. Et c'est les gens qui votent le plus. Hein. Faut se rappeler de ça. Hein. C'est les gens qui votent le plus. Hein. Il faut que les jeunes aillent voter. Hein. Hop. Du coup, un petit point sur la durée des temps de travail. Du temps de travail, pardon. Notamment des jeunes de moins de 18 ans, parce que bah, après, au-dessus, c'est 35 heures comme tout le monde, quoi. Et oui, c'est ça, c'est eux qui votent. Donc c'est à eux qu'on parle, hein. Et eux, ils sont quoi? je stigmatise beaucoup, hein, mais ils aiment pas les jeunes et ils sont racistes. Et ils aiment pas les femmes. Bon, après, ça, tout le monde. Hein, mais... Et du coup, bah, on leur dit quoi? Bah, qu'on va virer les étrangers. On sait même pas qui c'est, les étrangers. Hein, mais on leur dit qu'on va virer les étrangers et qu'on va faire bosser les jeunes, quoi. Du coup, Miss France, ouais, vas-y, on va passer. Hein. Hop. Alors,
Voilà. Ah là là, la pub, magnifique. Le salaire des candidates Miss France est révélé. On a été payé 252 € en tout. On parle des candidates, hein. Donc, j'ai loupé ce passage. Non, regarde, c'est là. Magnifique. Il est là. Donc, pendant tout le temps du concours Miss France, du début à la fin, elles ont gagné 252 €. Ça fait mal au cul. Si je puis me permettre. Les candidates présentes à l'antenne le 11 décembre dernier ont bénéficié d'un contrat de travail. Comme l'avait annoncé la production, certaines estiment leur salaire peu élevé par rapport au temps qu'elles consacrent à la préparation du concours. C'était un événement dans l'histoire du concours de beauté. Pour la première fois, les candidates à Miss France ont signé un contrat de travail. Un volte-face de la part de la production qui avait assuré jusque-là que le concours n'était pas régi par le droit du travail. Début octobre, l'association Oser le féminisme avait saisi les prud'hommes contre Miss France, estimant que le concours était sexiste et qu'il enfreignait le droit du travail. C'est payé par TF1. C'est TF1 qui a les droits. C'est Endemol. C'est ça, Endemol, hein, qui a les droits du concours. C'est pas tes impôts. De toute manière, Miss France, tu sais, c'est comme la Coupe du Monde de foot. Tout le monde croit que c'est public. Et c'est pas public, hein. C'est privé, c'est un concours privé. C'est un concours privé TF1. Ça a rien de... Demain, si vous avez du fric, vous pouvez lancer votre concours, hein. Voilà, donc Osef. Écoute, Osef pas. Je veux dire, on s'en fout pas de savoir combien tu gagnes. Enfin, combien tu gagnes toi. Combien un salarié gagne quand il est embauché dans une entreprise. Là, c'est pareil, hein. Elles sont salariées, hein. D'après les informations du Parisien, la rémunération est effectivement loin d'être celle d'un cadre dirigeant, comme l'avait confié Alexa Larousse-Joubert au quotidien. On a été payé 84 € par jour, soit 252 € net en tout, confie une candidate au Parisien, l'équivalent du SMIC. C'est vraiment symbolique, un montant confirmé par la production, comme l'explique le journal, qui rémunère les candidates pour le jour de l'élection et les 2 jours précédents. De répétitions au Zénith de Caen. La misère, ouais, c'est vraiment catastrophique. Ouais. Moins de 7 € de l'heure. Le Parisien a fait le calcul, sur la seule journée de l'élection, les candidates ont été rétribuées 7 € de l'heure pour un temps de travail de midi à minuit et demi. Ouh, c'est pas très légal, ça. 12 heures de travail, dis donc. Elles avaient des pauses, j'espère, hein. Une cérémonie regardée par 7,3 millions de téléspectateurs. Oui, enfin bon. Le journal rappelle que TF1, la chaîne qui diffuse l'émission, facture 114 000 € brut le spot de publicité de 30 secondes. On est bien loin des 252 €. Hop. Certaines candidates estiment que cette rémunération est surtout un bonus. Tant mieux si on est payé, mais on ne s'inscrit pas à Miss France pour l'argent, confie Léna Massinger, Miss Champagne-Ardenne aux Parisiens. Oui, mais Champagne-Ardenne, tu dois être riche. Pardon. Excusez-moi, j'ai des stéréotypes. D'autres soulignent le rythme effréné de préparation du concours qui justifierait un meilleur contrat selon cette candidate, l'une des dernières sélectionnées. On devrait déjà avoir un contrat de travail dès le voyage préparatoire. On y enregistre plein de séquences pour l'émission. On enchaîne les séances photos vendues très cher à des magazines, parfois de 6 à 22 heures. Mais ça, c'est déjà du travail effectif, hein. On rappellera les règles du travail effectif, hein, tout à l'heure, mais... Possibilité d'aller au pénal. D'après les calculs du Parisien, merci le Parisien, les Miss consacreraient sur les 30 jours qui précèdent l'élection plus de 250 heures à la préparation du jour J. Un mois de travail, c'est 151,67 h, hein, pour un salarié à 35 heures. Donc 250 heures de travail, ça fait plus d'un mois. Contacté par le journal, Alexa Larousse-Joubert rappelle que Miss France est un concours et que le contrat proposé pour les 3 derniers jours révèle déjà d'une grande avancée. Elle n'envisage pas pour autant d'allonger la durée. Cela ne correspond pas à nos valeurs. Oh mon Dieu. Cela ne correspond pas à nos valeurs et les motivations des candidates ne seraient plus les mêmes, assure-t-elle. Pour ça, elles peuvent faire les Marseillais ou les Ch'tis. Oh là là, mais quelle connasse. Donc cela correspond pas à nos valeurs de payer nos salariés, hein, parce qu'elles sont salariées. Et donc, pour ça, elles peuvent faire les Marseillais et les Ch'tis. Ouf, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Vous voyez, le quotidien en entreprise, c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est des employeurs qui disent « Quoi ? Tu veux ton salaire ? Mais enfin, ça ne correspond pas à nos valeurs de payer. Et puis, si tu travailles pour l'argent, tu peux aller dans une autre entreprise. » Mais c'est ça, hein, le quotidien au travail, quoi. On rappelle quand même que dans salarié, il y a salaire.
Hein. Si on voulait pas de salaire, on créerait notre entreprise. Et on se taperait pas les désavantages que ça a d'être salarié. Les candidates pourraient engager une action en justice et traîner la société Miss France au pénal pour travail dissimulé, c'est tout à fait vrai, et non-respect des amplitudes horaires, c'est tout à fait vrai aussi, explique l'avocat Jérémy Assous au Parisien. Elle pourrait alors toucher des indemnités entre 100 000 et 200 000 euros sur la base de 1 200 euros minimum de salaire par jour. Pardon. Bon, ça, on s'en fout. Oui, on rappelle qu'il faut 3 choses pour un contrat de travail. Le contrat de travail, il est fait de 3 choses, donc le contenu du travail, donc là, dans le cas de Miss France, c'est se présenter, aller défiler, enregistrer des spots télé, faire des séances photos, préparer la préparation, c'est un peu... Je suis pas sûre que ça rentre dans le contrat de travail, mais bon. Il faut un salaire, donc une rémunération, donc un paiement en échange du travail fourni, et il faut ce qu'on appelle un lien de subordination juridique. Et c'est sur ça que qu'il y a le plus de problèmes en général. Le lien de subordination juridique, c'est quoi ? C'est mon employeur, il me dit quel travail faire, ok, mais il me dit comment le faire, et il me dit dans quelles conditions, il me fournit ce qu'il faut pour le faire. Là, quand les Miss France, elles partent en voyage, je sais pas où, pour tourner des spots TV, pour aller faire des séances photos, clairement, c'est le comité Miss France, donc leur employeur, qui leur dit où aller, à quelle heure et quoi faire. Donc, elles sont en contrat de travail, et elles sont en contrat de travail avant les 3 jours de préparation d'émission, puisque c'était avant le voyage. Donc là, moi, 250 balles, c'est un scandale. Hein. C'est un scandale, et elle a tout à fait raison de comparer avec les Marseillais et les Ch'tis, puisque c'est exactement la même chose. On a ce qu'on appelle une jurisprudence... l'île de la tentation, il me semble. Alors attendez. Ça, on s'en fout. Voilà, elle nous expliquait que après, une fois qu'elle est élue, elle a un salaire d'à peu près 3 000 euros par mois. On travaille officiellement, donc officieusement, ce n'est pas tout à fait ça. 6 ou 7 jours. Officiellement, 6 ou 16 jours. On doit quitter notre appartement à 6h du matin, être totalement prête. Dès qu'on sort de chez nous, on doit afficher un sourire constant, jusqu'à ce qu'on rentre. Parfois, on part de la maison pendant 3 ou 4 jours, a expliqué l'ancienne Miss. Et d'ajouter, on doit tout le temps être au top, on ne peut pas se permettre d'être fatigué ni malade. Des cadeaux en nature. Alors, quand le présentateur lui demande si 6 ou 7 000 euros par mois serait suffisant, elle acquiesce, soulignant qu'on n'y est pas du tout. Sans dire précisément combien elle a touché pendant cette année. Elle confirme un salaire d'à peu près 3 000 euros, une somme qui, elle le rappelle, ne prend pas en compte les différents cadeaux en nature. Mais les cadeaux en nature ne sont pas une rémunération, hein. Et la plupart du temps, ils sont même pas autorisés en entreprise. Hein. Parmi ceux reçus lors de son inspection, on rappelle un SUV, d'accord, oui. Bon, on s'en fout un peu. Hein. Alors... Je disais donc la jurisprudence île de la tentation. Puisque il y a quelques années, on croyait encore que les gens allaient participer à des téléréalités de leur propre chef. De leur propre chef, oui, mais qu'ils étaient candidats et non pas salariés. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand tu es candidat à une télé-réalité, tu as donc un travail, tu as un lien de subordination juridique, puisque la direction de la chaîne te dit ce que tu dois faire, à quel moment, etc. Donc si tu as un travail et un lien de subordination juridique, tu as obligatoirement un salaire. On a requalifié ça en contrat de travail. Hein. Donc, les candidats de télé-réalité peuvent être des salariés, confirmation de la jurisprudence île de la tentation. Ça date de 2012, donc ça date un peu, hein, ça date d'il y a 10 ans. Dans un arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur la qualification de la relation contractuelle entre les candidats et la société de production. Dans un arrêt... oui, tu l'as dit 2 fois. Pour retenir l'existence d'un lien de subordination, donc ce dont je vous parlais, et donc d'un contrat de travail, elle a pris en compte les éléments suivants. L'existence d'une Bible prévoyant le déroulement des journées, donc on leur dit quoi faire, à quelle heure. La succession d'activités filmées, imposées, de mise en scène dûment répétée, c'est des acteurs, hein. C'est des acteurs, je vois pas pourquoi il y a réalité dans le titre, mais c'est des acteurs. Je veux dire, quand vous embauchez des acteurs sur un film, vous les embauchez et ils ont un contrat. Hein. Donc je vois pas pourquoi eux, ils en auraient pas.
d'interviews dirigées, de telle sorte que l'interviewé étaient conduits à dire ce qui était attendu par la production. Le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour. 20 heures de travail par jour, hein. L'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles. L'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit en définitive l'obligation de suivre les activités prévues organisées par la société de production. Leur passeport et leur téléphone leur avaient été retirés. Les seuls qui font ça, c'est les entreprises de travaux publics à Dubaï, hein. La Cour de cassation a ainsi jugé que la prestation des participants à l'émission avait pour finalité la production d'un bien ayant valeur économique. La Cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 Productions. On parle encore de TF1, ça alors, ayant pour objet la production d'une série télévisée. Prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. Cet arrêt marque aussi l'arrivée de la liberté individuelle dans le contrat de travail, puisque pour la première fois, la Cour de cassation indemnise le préjudice spécifique né de l'atteinte à la liberté individuelle. J'aime bien citer cet article parce qu'il est assez incroyable, hein. Voilà. Bon, on a parlé des caractéristiques du contrat de travail. Bah écoutez, c'était chouette, ça fait 1h15, tranquille. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, j'espère que ça vous a plu. On a bien discuté, on a bien remis en cause le capitalisme et le contrat de travail. C'était assez chouette. Oui, c'était cool, ouais. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis je vais mettre fin à ma vidéo YouTube. Salut YouTube!